Agression rwandaise, l'intensification des combats provoque des déplacements massifs de la population locale au Nord Kivu. Plus de 6600 personnes ont fui les localités de Kingi, Burumbu, Mahele, Katembe et Murambi pour Goma. Comment s'exerce la liberté de la presse en temps de guerre? Jean-Pierre Kibambi Chintoua, président de l'Association nationale des entreprises audiovisuelles privées, exhorte les journalistes congolais à se comporter en responsables et à défendre l'intégrité territoriale. Non-paiement des primes de mobilisation de recettes, les ministres de Finances et le responsable des agents des différents régies financières ont trouvé un compromis. Le paiement de la rétrocession sera effectué le mois prochain. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord sécurité. Les forces armées de la RDC ont neutralisé 5 éléments de la milice Codeco ANC et récupéré plusieurs armes de main laissées hors la loi en territoire de Djougou. C'est le bilan des opérations de poursuite menées par l'armée contre la dite milice. On écoute le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Messieurs, c'est que vous devez savoir, votre armée a mis hors d'état de nuire définitivement 5 éléments de la milice Codeco ANC et plusieurs armes ont été saisies et munitions de guerre lors de ces combats. Au nom du gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, lieutenant-général Luboya Kanchan Madjoni, nous appelons et nous exhortons encore une fois de plus à tous les groupes armés locaux de revenir à la raison et à la reprise des consciences républicaines, de ne pas s'attaquer à la population civile et aux forces de défense et de sécurité. En ce moment où le Congo est agressé par le Rwanda sous couvert du M23, il n'est pas question de s'attaquer à la paisible population, car notre ennemi commun en ce moment, il s'agit de ZADF, MTM et du M23 appuyé par le Rwanda. Donc nous exhortons encore une fois aux groupes armés de cesser de s'exposer devant les canaux de forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le moment, la situation est maîtrisée par l'armée régulière et nous poursuivons les opérations de poursuite conformément à notre mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État. Je l'annonçais au sommaire, agression rwandaise, l'intensification des combats provoque des déplacements massifs de la population locale au Nord Kivu. Plus de 6600 personnes ont fui les localités de Kingi, Barungu, Mahele, Katembe et Murambi pour la capitale provinciale Goma. Précision faite par l'équipe du Comité international de la Croix-Rouge en pleine identification des ménages sur le site derrière le bureau du groupement de Kamuronza. L'intensification du conflit armé dans la province du Nord Kivu entre les combattants du mouvement du 23 mars et l'armée congolaise a des conséquences dévastatrices sur la population civile. Les combats, qui ne touchaient que le territoire des Rutshuru, ont atteint celui du Massissi, provoquant les déplacements des milliers de personnes vers la capitale provinciale Goma. Le Comité international de la Croix-Rouge rappelle à toutes les parties au conflit qu'elles doivent respecter le droit international humanitaire et notamment prendre toutes les précautions pratiques possibles pour protéger les civils et leurs biens des effets des combats. Les affrontements ont repris de manière significative entre les combattants du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, poussant des centaines de milliers de civils à fuir les combats. Cette crise, selon les CICR, est en train de se transformer en catastrophe humanitaire si les déplacements se poursuivent. Elle va dépasser la capacité des organisations humanitaires, estime Anne-Sylvie Linder, chef de la sous-région, délégation du CICR à Goma. Selon elle, il n'y aura pas peut-être d'endroit où recevoir toutes ces personnes. Il n'y a déjà plus de lieux disponibles dans les Comment s'exerce la liberté de la presse en temps de guerre? De quelle manière devraient se comporter les journalistes dans une situation de crise sécuritaire comme c'est le cas actuellement dans l'est du pays sous menace de balkanisation? Jean-Pierre Kibambi Chintoua, président de l'Association nationale des entreprises audiovisuelles privées, exhorte les journalistes congolais à se comporter en responsables et à défendre l'intégrité territoriale.
Il est au micro de Christian Kalonji. Vous savez, je vais vous surprendre, plusieurs personnes. C'est aux États-Unis qu'est né ce qu'on appelle le journalisme, pas militant, citoyen. C'est-à-dire un journalisme responsable. Un journalisme qui sait qu'il doit servir aussi sa nation. J'ai animé une conférence là-dessus pour nos confrères de Mbandaka avec le professeur Ngoma. Eh bien, je crois que quand on est citoyen d'un pays, on doit traiter l'information avec responsabilité. Et cette responsabilité ne peut pas être individuelle. Elle doit être collective. C'est pour ça que je prêche pour ce conseil de rédaction. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Vos collègues au cours du conseil de rédaction vous diront « Ce papier ne peut pas passer, mon cher ami. Tu sais ce que tu as dit là-bas, c'est pas possible. Ce n'est pas ce que nous t'avons envoyé chercher. » Et à ce moment-là, n'est-ce pas, tout sera dans la norme. Vous savez que vous êtes attaqué, vous n'avez qu'un seul pays. Et vous relayez le message de l'ennemi. Ça, au conseil de rédaction, on n'acceptera pas. Et puis la lutte contre la patridie est à l'étape de l'engagement communautaire. Pour cela, la société civile a fait adopter la feuille de route axée principalement sur l'adhésion de la RDC aux conventions sur la patridie. C'était lors d'un atelier organisé ce lundi à Kinshasa en partenariat avec le CETELA. C'est au centre d'études CEPAS de Kinshasa qu'a été organisé cet atelier qui vise à doter la société civile des moyens pour accompagner le gouvernement congolais dans le processus d'adhésion aux conventions, notamment la Convention sur la patridie de 1954 relative au statut des apatrides et celle de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. L'activité placée sous le thème « Engagement communautaire pour l'adhésion de la RDC aux conventions sur la patridie » a été rendue possible grâce à l'appui technique du CETELA, le comité technique interinstitutionnel de lutte contre la patridie. Il faut d'abord savoir que la patrie est une réalité vivante dans notre pays. Au fait, l'adhésion à ces conventions permettra à la RDC de pouvoir se doter d'un cadre juridique préventif de la patridie et protecteur des apatrides. Et cela va encore entraîner comme conséquence que la RDC puisse harmoniser son cadre légal sur la nationalité afin de prévoir des mécanismes ou des garanties nécessaires pour prévenir la patridie et mettre les Congolais à l'abri de ces fléaux dévastateurs. Il faut dire qu'on peut se retrouver la situation d'apatridie soit à la naissance, soit au cours de sa vie. La RDC avait réitéré ses engagements lors du forum sur les réfugiés et la patridie organisé à Genève en décembre 2019 et s'est doté depuis octobre 2020 d'un plan d'action national. La patridie est la situation d'une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. À l'heure actuelle, plus de 10 millions de personnes dans le monde vivent sans nationalité. Et non-paiement des primes de mobilisation des recettes après une menace de sit-in ce lundi au ministère des tutelles par les agents des différentes régies financières. Leurs responsables se sont retrouvés autour d'une même table avec Nicolas Kazadi. Ensemble, ils se sont mis d'accord pour attendre le paiement de la rétrocession comme convenu le mois prochain. Occasion également de mettre de côté tous les malentendus y afférents dans l'opinion. Je voudrais, avant de terminer, vous assurer que je suis conscient que vous avez été très performant. L'année dernière, vous avez eu droit à des primes exceptionnelles liées aux performances. Je voudrais vous assurer que mon souci est que cette année également, vous puissiez, dès que possible, bénéficier de primes exceptionnelles liées aux performances exceptionnelles que vous avez réalisées en 2022. Je vous demande juste un peu de patience, car comme vous le savez certainement mieux que moi, le rythme de la trésorerie de l'État durant le premier semestre n'est pas toujours celui que nous souhaitons. Mais l'engagement est pris et ces primes vous seront payées dès le début du second trimestre.
Gestion de la territoriale en République démocratique du Congo, les avis, considérations et décisions du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur sont-ils d'application? La question reste posée par la société civile et certaines couches sociales au regard de la pratique sur terrain dans certaines provinces où les gouverneurs intérimaires exercent leurs fonctions. Mais pour le Sud Kivu ou Ngwabidje attend l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour sa réhabilitation ou pas. Ce sont les partis politiques qui dénonce le non-respect des décisions de l'expédition des affaires courantes dans les chefs du gouvernement qui assument l'intérim. Les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, demandant au gouverneur ad interim du Sud Kivu de rester dans le strict respect de la limite de l'expédition des affaires courantes, serait en train d'être violée, dénonce les partis présidentiels UDPS Tshisekedi. Or, malheureusement, l'UDPS constate que les instructions de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières sont bafouées par le vice-gouverneur et gouverneur ad interim du Sud Kivu. Tout en louant l'attitude de Ngwabidje qui s'est plié à la décision de la hiérarchie en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le parti présidentiel ne trouve pas l'opportunité de convoquer une session extraordinaire à quelques jours de la session de mars. L'opportunité de cette session extraordinaire à 15 jours de la rentrée parlementaire de la session ordinaire de mars qui s'ouvrira le 30 courant. Et pourquoi celle-ci est convoquée par le vice-président Yabé Taïtunda pendant que l'honorable président, le pasteur Louamira Barumana Zakari est présent à Bukavu et en tout mouvement. L'UDPS n'exclut pas les actions de grande envergure si rien n'est fait. La balle est alors dans les camps de Daniel Aselo et de la Cour constitutionnelle pour établir l'ordre le plus vite possible. Fonctionnement de l'aéroport international de Ndjili, le ministre intérimaire de Transport, Voies de Communication et Désenclavement appelle à une meilleure qualité de service. Marc Ekila a présidé une importante réunion dans les installations de ce site aéroportuaire en vue de moraliser les responsables de service. Assainir la qualité des services rendus à l'aéroport international d'Ndjili, notamment en mettant fin aux tracasseries, favoriser un traitement aisé des passagers avec leurs bagages, ou encore éviter la sursaturation du tarmac par les personnels et autres services non essentiels au moment d'atterrissage ou du décollage des avions. Voilà les quelques points qui ont fait l'objet des échanges autour du ministre AI de Transport, Voies des Communications et Désenclavement pour un bon fonctionnement de cet aéroport. Samedi 11 mars 2023, Maître Marc Ekila Likembo a tenu une importante réunion depuis ce site aéroportuaire de la capitale avec tous les responsables des services concernés. Pour Marc Ekila, il faut redorer l'image de l'aéroport international d'Ndjili qui est le miroir même de la République démocratique du Congo. En père de famille, le ministre AI Ekila a exhorté ses services à s'impliquer davantage car toute négligence ne resterait pas impunie. Les différents intervenants ont tour à tour proposé un diagnostic assorti des pistes et des solutions à mettre en œuvre dans un délai court. L'AAC, Metelsat, DGM, DGDA se sont exprimés en toute franchise sous la conduite du ministre AI, Marc Ekila. L'idée ici, ce n'est pas de distribuer des cartes rouges, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de nous conscientiser. L'idée, c'est de nous dire que nous sommes à l'aéroport et l'aéroport, c'est la première image du pays. Parmi les solutions envisagées, il a été évoqué la nécessité de ne garder que les services utiles et habilités à travailler à l'aéroport, la RVIA, la DGM, la DGDA et l'hygiène aux frontières en privilégiant une bonne collaboration entre ces services. La question des infrastructures a aussi été évoquée. La construction d'un nouvel aérogare moderne est indispensable. Avant de quitter l'aéroport international d'Ndjili, les ministres AI de Transport, Voies des Communications et Désenclavement a visité les bureaux de la météo aéronautique avant de prendre connaissance des conditions techniques de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Congo Airways de retour au pays après 2 mois de check en Tunisie. Puis réhabilitation de l'avenue Kulumba et de la digue d'Anou à Limete. Le sénateur Rigen Bakonga interpelle l'office de voirie et drainage. Ce dernier a déposé ce lundi une question écrite adressée au directeur général de l'OVD.
À en croire le sénateur Igen Bakonga qui a déposé une question écrite adressée au directeur général de l'Office de voirie et drainage, plus ou moins 51 millions de dollars américains ont été décaissés par le Trésor public pour la réhabilitation de l'avenue Kulumba au quartier Kingabwa dans la commune de Limete et la réhabilitation de la digue Ndanu. Mais sur terrain, l'OVD n'a pas encore lancé les travaux et la population interpelle les autorités sur les risques d'enclavement du quartier Kingabwa. DG, il y a OVD à Ebisabiso à travers écrit. En tant que sénateur, je suis venu déposer cette question écrite parce que je suis préoccupé par l'état de délabrement très avancé de l'avenue Kulumba. J'attends la réponse du DG de l'OVD. Si elle n'est pas satisfaisante, j'adresserai une question orale avec débat. Le projet de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Kulumba a été inscrit dans le programme du gouvernement visant à lutter contre les embouteillages. En tournée dans le Grand Bandundu, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito ne cesse de démontrer sa popularité et l'ancrage de son parti politique Nouvel Élan dans le Congo profond. Samedi, Adolphe Muzito a échangé avec la population de Bulungu. Regardez. Après son parcours triomphal à Kolokoso, Fatundu, Kikwit, Idiofa et Gungu, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito est arrivé à Bulungu où il a eu droit à un accueil chaleureux digne de son rang de leader de l'ex-Bandundu. Dès les premières heures, le militant du Nouvel Élan se sont amassés le long des grandes artères pour saluer sa présence. Chemin faisant, la population en liesse entonnait des chansons à sa gloire en rappelant à Muzito ses bonnes actions menées lors de son passage à la primature. Notable de Bulungu, Joséphine Takizala, cadre du Nouvel Élan, Bulungu a exprimé la satisfaction de la population d'accueillir les Fumumpa pour ses idées salvatrices. Monsieur Muzito Adolphe, le président de Nouvel Élan, c'est un monsieur qui a toute une grande vision pour pouvoir développer le Congo de demain. Sur ce, nous nous accrochons à lui, nous l'accompagnons pour que notre lendemain, notre Bulungu soit meilleur. Bulungu m'a tout donné et moi en retour je donnerai tout à Bulungu à travers Fumumpa Muzito Adolphe. Adolphe Muzito a rappelé sa première thématique de son offre politique, à savoir la titrisation des terres pour éradiquer des conflits fonciers récurrents dans les pays, à l'instar de celui de Tekeyaka survenu à Kwamut dans les Maïndombe. Et puis, enrôlement des électeurs, Thierry Bétou de la FDC a accompli son devoir citoyen dans le centre d'enrôlement EP 4 janvier à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Suivez. S'enrôler est un devoir civique, voilà pourquoi Thierry Bétou vient d'obtenir sa carte d'électeur à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Bien accueilli comme un roi, une foule immense remplie de joie l'accompagne jusqu'au centre d'enrôlement EP du 4 janvier. Le fils maison Thierry Bétou Wachituka sensibilise la population kassaïenne de s'enrôler massivement afin de choisir des dirigeants qui assureront le développement et le social de la province. Il est important que les gens puissent s'enrôler. Et vous savez, aujourd'hui, le Kasaï n'est pas représenté valablement. Et nous demandons cette fois-ci qu'il y ait beaucoup de gens qui vont s'enrôler afin à ce qu'on ait beaucoup de députés à tous les niveaux, que le Kasaï soit fort. Nous disons, pour que le Kasaï soit fort, il faut qu'il y ait beaucoup de nos membres et de nos amis, de nos frères, de nos parents qui vont s'enrôler. Et c'est le message que j'ai à véhiculer à tous les niveaux pour que les gens comprennent que cette fois-ci... À noter que, à son atterrissage, Thierry Bétou s'est vu être accompagné par la population, mais aussi un carnaval motorisé s'est suivi de l'aéroport de Bipemba jusqu'au centre d'enrôlement de la ville. Et puis la fondation Sylvain Lakwès a célébré la femme dans la commune de Mongafula, dans le quartier Njili, Kilambu, avec plus de 20 cellules à Mongafula. Cette fondation s'investit dans le développement, l'environnement et la promotion de la femme maraîchère, paysanne et l'auto-prise en charge.
À l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars de chaque année, la Fondation Sylvain Lacoince, qui porte les noms de son initiateur, a réuni des milliers de femmes et de jeunes filles dans le quartier Njili Kilambu. 2 axes ont été développés au cours de cette conférence. La première explication a été présentée par la reine Boum, Frida Atalatala, sur l'origine de cette célébration liée à la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. La complémentarité, c'est en famille, c'est dans la famille, c'est dans un couple. Mais tandis que l'égalité, c'est au niveau professionnel. Adèle Simba, de son côté, est revenue sur la problématique de l'autonomisation de la femme, mettant ainsi en avant-plan la lutte pour les droits de femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Merci. Prenant la parole, le président des Fossiles, Sylvain Lacoince, s'est attelé essentiellement sur les objectifs qu'a poursuivi sa fondation, notamment le développement de l'environnement local, la promotion de la femme maraîchère et paysanne, l'auto-prise en charge, ainsi que l'accompagnement de jeunes filles désœuvrées pour leur insertion sociale. Nous luttons contre l'alphabétisation en RD Congo et nous voulons que la jeune fille mère puisse avoir une valeur ajoutée. La valeur ajoutée parce que dans la fondation, nous avons même coupé couture, l'esthétique, l'alphabétisation, l'informatique. Enfin, Sylvain Lacoince a demandé à toutes les femmes de pouvoir examiner les opportunités ainsi que les contraintes pour se donner plus de moyens de faire entendre leur voix et d'être des actrices au même niveau que les hommes. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Agression rwandaise, l'intensification des combats provoque des déplacements massifs de la population locale au nord Kivu. Plus de 6600 personnes ont fui les localités de Kingi, Barumbu, Kaele, Katembe et Murambi pour Goma. Comment s'exerce la liberté de la presse en temps de guerre? Jean-Pierre Kibambi Chintoa, président de l'Association nationale des entreprises audiovisuelles privées, exhorte les journalistes congolais à se comporter en responsables et à défendre l'intégrité territoriale. Non-paiement des primes de mobilisation des recettes, le ministre des Finances et les responsables des agents des différentes régies financières ont trouvé un compromis. Le paiement de la rétrocession sera effectué le mois prochain. C'était l'essentiel de l'actualité. Restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu